que nous pouvons, maintenant, commencer. Donc encore une fois, voilà, merci pour votre présence aujourd'hui, pour notre webinaire sur le déploiement des services et référentiels socles nationaux. Alors je me permets de me présenter très brièvement. Alors je suis, Gonelle Renou, chargée de communication au collectif, SI. Alors Véronique, tu veux peut-être te présenter également? Oui, moi je suis Véronique Sarinski, donc je vais en profiter du coup, voilà, mon nom s'affiche ici. Donc je suis chef de projet pour le grade de santé numérique, enfin INEA Santé numérique Hauts-de-France, donc chef de projet sur le couloir médico-social et notamment le programme SMS numérique et dispositif SONS. Merci. Alors très brièvement, le collectif ESSI est une association, qui est créée en 2021, mais depuis, 2017, donc ce sont 7 fédérations qui travaillent ensemble autour des enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services numériques, en santé. Alors nous avons pour, mission, d'accompagner, la transformation numérique des ESMS, donc sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France et plus particulièrement, l'aide à la réponse à projet ESMS numérique. Alors, nous avons également un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique, en santé, un rôle, d'aide à la définition de projets, d'analyse d'autodiagnostic, de la constitution de grappes, et un rôle également de, capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience et nous mettrons également des, outils, d'aide à votre disposition. Alors ce webinaire, donc, cette session fait partie d'un cycle de, 8 webinaires, donc sur le déploiement d'un DUI conforme aux exigences, du numérique en santé. Donc voilà, donc sur 1 mois, donc, nous animerons, ces 8 webinaires. Donc quelques mots complémentaires sur le GRAD. Alors déjà, GRAD, ça veut dire voilà, Groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc dans chaque région en France, il y a un GRAD. Nous sommes un opérateur public et on travaille donc sur tous les enjeux et les sujets de la e-santé. Donc on est là pour accompagner en fait les acteurs, que ce soit les établissements de santé, le monde libéral, les établissements sociaux et médico-sociaux aussi, sur tous les sujets de la e-santé. Que ce soit en termes d'information, d'accompagnement projet ou de mise à disposition de services aussi. Ça peut être une plateforme de coordination, des outils de télésanté, des outils pour équiper les CPTS. Voilà. Enfin, on est sur voilà, tous ces sujets et ces enjeux autour de la santé numérique. Et on a une équipe, voilà, pour dire quelques mots complémentaires, on a une équipe d'une soixantaine de personnes à peu près, avec donc le siège du GRAD qui est à Amiens, où il y a une majorité de personnes, et également des bureaux également à Lille. Donc je vais démarrer donc voilà, sur le programme de ce webinaire, donc qui va voilà, vous donner toutes les informations nécessaires donc autour des services socles qui vont venir graviter donc autour du dossier usager informatisé. Donc, on va parler voilà, un peu déjà échange, ce qu'on entend par échange et partage d'informations. Voilà, rappeler quelques grandes définitions et les différences entre échange et partage. Ensuite, donc, on va travailler, donc, je vais vous présenter ce que c'est que l'identité nationale de santé, donc l'INS, le DMP et mon espace santé. Voilà, on verra la différence, voilà, qu'est-ce qu'on entend quand on parle, de quoi on parle quand on parle DMP et de quoi on parle quand on parle mon espace santé. Et quelques mots également donc, sur la messagerie sécurisée de santé. Donc, ce sont ce qu'on appelle donc les sujets INS, DMP, mon espace santé, c'est ce qu'on appelle des référentiels et services socles. Donc, c'est ce qui permet, à partir du dossier usager informatisé, donc qui est le logiciel métier qui est utilisé dans les ESMS. Donc, c'est un DUI qui est connecté avec ces différents référentiels et services socles et qui va permettre donc d'échanger et de partager avec les autres partenaires, que ce soit les médecines de ville, les établissements de santé, d'autres établissements ou d'autres acteurs aussi. Voilà, c'est ce qui permet une prise en charge coordonnée. Donc, c'est bien le but en fait du déploiement de ce dossier usager informatisé avec l'INS, avec le DMP, mon espace santé, avec la MSS, c'est d'avoir une prise en charge coordonnée, éviter les ruptures d'informations et donc de pouvoir mieux prendre en charge l'usager de façon à permettre donc du coup un partage, donc comme je vous le dis, un partage fluide des différentes informations. Alors, un petit mot pour expliquer la différence ou les nuances en fait qu'il peut y avoir entre échange et partage d'informations. Voilà, quand on parle d'échange de données,
Voilà, donc ça recouvre le cas où on a bien identifié quels étaient ou quels étaient les destinataires de l'information. Donc c'est pour ça que l'outil en fait dont on parle quand il s'agit d'échange de données, c'est la MS Santé, puisqu'on écrit bien à quelqu'un, on a bien l'adresse de quelqu'un à qui on souhaite échanger. Alors que quand on parle de partage de données, ça recouvre le cas où l'information est mise à disposition de professionnels qui sont bien sûr habilités à la connaître, mais dont on ne sait pas à l'avance en fait qui viendra chercher ces informations. Alors, sauf qu'on est dans le cadre du dossier usager, il s'agit évidemment de partager l'information avec ses collègues. Donc là, on parle du dossier usager informatisé, qui est bien un espace de partage d'informations entre les personnes habilitées à connaître ces informations et le DMP, qui est un autre outil donc, qui permet évidemment de partager les informations aussi. Alors, pour continuer à préciser les informations sur ce sujet-là, quand on parle de partage d'informations, bien sûr, il y a des règles aussi. Il s'agit de s'assurer déjà que les professionnels, il s'agit bien en fait des professionnels qui participent à la prise en charge d'une même personne. Voilà, on est bien sur une notion d'équipe de soins. Que les données de santé qui sont échangées ou partagées, ou des données sensibles, ça peut être des données sensibles aussi, on est sur un cadre un peu plus large que simplement des données de santé, sont bien strictement nécessaires à la prise en charge. Que les professionnels s'assurent que les données qu'ils échangent ou qu'ils partagent relèvent du périmètre de leur mission, et que la personne est informée du partage et de l'échange des données qui sont utiles à son accompagnement. Donc c'est bien en fait, il faut bien que ces 4 conditions soient réunies pour pouvoir accéder, échanger ou partager des données de santé ou des données sensibles. Alors déjà, est-ce qu'il y a éventuellement des questions sur ce sujet-là? N'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main ou à réagir si vous souhaitez. On est là aussi, évidemment, on est en petit comité, donc on est là aussi pour pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Voilà, donc déjà, sur cette première partie, il s'agissait donc de repréciser un petit peu à la fois les outils et le contexte, le cadre légal qui permet d'échanger et de partager des données de santé. Sur l'INS maintenant, donc pour aller un petit peu plus loin sur cette identité nationale de santé, donc là c'est vraiment un référentiel ce qu'on appelle le socle, et qui est vraiment le prérequis pour pouvoir ensuite déployer les autres services, les autres outils, donc soit le DMP ou la messagerie sécurisée de santé. Alors, quel est l'intérêt de l'identité nationale de santé là pour représenter en fait ce qui se passait avant l'INS et ce qui se passe maintenant avec l'INS. Donc l'INS, c'est une identité unique et pérenne, c'est vraiment une identité numérique de référence qui va permettre un partage sécurisé des données de santé entre les différents acteurs. Alors pourquoi ça a été mis en place? Parce que avant, en fait, et donc c'est ce que j'ai voulu représenter sur la partie gauche de cette diapo, en fonction en fait de la façon dont l'identité était renseignée chez différents acteurs et dans les systèmes d'information, il pouvait y avoir une confusion entre on avait renseigné le nom de naissance, ou plutôt on avait renseigné à l'inverse le nom d'épouse, donc pour les femmes notamment. En fonction des prénoms, il peut y avoir une confusion entre c'est un prénom composé ou c'est une liste de prénoms, c'est le premier prénom de naissance, c'est un autre prénom, c'est un nom d'usage, c'est un prénom d'usage. Donc voilà, il pouvait vraiment y avoir des confusions. Et en tout cas, ça ne facilitait pas le partage de l'information entre les différents acteurs. Donc maintenant, tous les acteurs, et c'est une obligation réglementaire depuis 2021 pour partager des données de santé, il faut vraiment que ces données de santé soient référencées sur la base de ce qu'on appelle l'INS, donc l'identité nationale de santé, qui est composée à la fois du matricule INS, donc qui dans la plupart des cas correspond au numéro de sécurité sociale, mais ce n'est pas que ça, c'est à la fois le matricule et donc ce qu'on appelle des traits d'identité stricts, c'est-à-dire le nom de naissance, le premier prénom, la liste des prénoms, mais avec un premier prénom de naissance, la date de naissance, bien sûr, le sexe et le code du lieu de naissance. Voilà, donc c'est vraiment cet ensemble d'informations qui compose l'identité nationale de santé. Et cette INS, cette identité, elle provient des bases de référence nationales qui vont être interrogées donc à partir de votre logiciel métier. Donc on va interroger en fait ces bases de référence à partir d'un téléservice qu'on appelle INSI. Sur le lien entre INS et identitovigilance, puisqu'il y a bien un lien, et donc l'INS participe à l'identitovigilance.
Et on entend par identité-vigilance l'organisation qui est mise en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager et de ses données de santé. Donc l'INS étant, comme je l'ai dit, une identité unique et pérenne, elle va bien sûr contribuer à la sécurité de la prise en charge. Et comme je le disais précédemment, donc voilà, toute donnée de santé, depuis le 1er janvier 2021, doit être référencée avec l'INS. Alors, comment ça se passe quand on dit, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, on va qualifier les INS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on va en fait s'assurer de l'identité de la personne sur la base d'une pièce à haut niveau de valeur ajoutée. Voilà, et donc en étant, voilà, c'est ce qui est préconisé et on doit respecter donc les règles du référentiel national d'identité-vigilance, on appelle le RNIV. Et donc, pour les usagers français, ça veut dire qu'il faut en fait valider l'identité de la personne. Voilà, quand elle déclare, je m'appelle monsieur ou madame Untel, voilà, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer en fait que cette identité, enfin, que la personne, évidemment, que l'identité de la personne correspond bien à une pièce d'identité. Donc, pour les usagers français, donc, c'est la carte nationale d'identité ou le passeport. Donc, le permis de conduire n'est pas valable, la carte vitale, ça ne fonctionne pas non plus. Et pour les mineurs qui n'ont pas forcément, bien sûr, une carte nationale d'identité ou un passeport, donc c'est soit le livret de famille, soit un extrait d'acte de naissance, avec une condition supplémentaire c'est qu'il faut pouvoir vérifier l'identité du parent ou du tuteur légal, sur la base, du coup, de la carte nationale d'identité ou du passeport. Pour les usagers étrangers, donc ce qui est valable, les documents, c'est soit le passeport, soit un titre permanent de séjour. Et pour les ressortissants de l'Union européenne, donc la carte nationale d'identité aussi est valable pour les ressortissants de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première chose. On s'assure sur la base d'une pièce d'identité valide de l'identité de la personne. Et ensuite, donc, on fait ce qu'on appelle appel au téléservice INSI pour aller récupérer donc, les informations donc, que je vous ai présentées ici, donc à savoir matricule INS, nom de naissance, prénom, date de naissance, sexe et code du lieu de naissance. Voilà, donc ça, c'est les deux actions qu'il faut réaliser pour arriver. Et donc là, j'ai illustré ça avec une petite copie d'écran. Je vais zoomer un petit peu plus pour vous montrer. Voilà. Là, c'est un exemple d'un appel au téléservice INSI qui a été fait à partir d'un dossier usagé. Donc, ça ne se présente pas forcément tout le temps exactement de la même façon. Hein. C'est juste pour illustrer. Donc là, on voit qu'on a fait voilà, que dans le logiciel métier, les informations étaient renseignées de cette façon-là. Donc, c'était voilà, Madame Demo Nathalie. Donc, forcément, on n'avait pas encore le matricule INS puisqu'on n'avait pas encore fait appel au téléservice INSI. Et donc, là, quand on fait appel au téléservice INSI, donc voilà l'identité qui est trouvée et qui est renvoyée par le téléservice. Voilà, c'est bien ce prénom-là. Le premier prénom de naissance, c'est bien celui-ci. Et donc après, on aura donc le matricule INS, le sexe, la date de naissance, le code INSEE de la commune de naissance. Et là, la façon dont fonctionne ce logiciel-là, c'est que dans le même temps, on peut venir donc indiquer quel est le document justificatif qui permet de valider l'identité. Donc on retrouve ici dans une liste déroulante. Alors parfois, ça peut se présenter un petit peu différemment selon les logiciels métiers. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Donc, cette identité, elle va pouvoir en fait avoir différents statuts en fonction de ce qu'on a fait. Donc, dans vos logiciels métiers, dans la partie administrative, vous avez déjà renseigné l'identité de la personne. Forcément, quand vous la prenez en charge, vous renseignez l'identité de la personne. Donc là, on est en fait, on va être dans un premier temps à ce qu'on appelle une identité provisoire. Puisque les deux actions de validation de l'identité avec un dispositif à haut niveau de confiance n'a pas encore été fait, et on n'a pas non plus encore fait appel au téléservice INSI. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un statut d'identité qualifié, et donc on a fait les deux actions, c'est-à-dire qu'on a bien indiqué qu'on avait validé l'identité de la personne avec sa pièce d'identité, on a bien fait appel au téléservice INSI, donc dans ce cas-là, on est bien au statut qualifié. Il peut y avoir des statuts intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a voilà, on a bien vérifié l'identité de la personne, mais on n'a pas encore indiqué qu'on avait la pièce d'identité. Donc, dans ce cas-là, on est à ce qu'on appelle une identité récupérée. Ou à l'inverse, on peut avoir fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a bien indiqué qu'on avait validé l'identité avec une pièce d'identité, mais on n'a pas encore fait appel au téléservice INSI. Et dans ce cas-là, on est sur un statut d'identité validée. Mais je vous rappelle, bien sûr, ce qu'il faut, c'est avoir réalisé les deux actions. Et dans ce cas-là, donc on est sur un statut qui est d'identité qualifiée
Et à partir du moment où on est sur ce niveau d'identité, on va pouvoir en fait échanger des documents avec différents acteurs puisqu'on a bien qualifié cette identité. En termes de mise en œuvre, sur ce sujet d'INS, donc il va falloir communiquer envers donc, les professionnels, des professionnels des structures, les usagers aussi, pour les sensibiliser donc, à l'arrivée et à l'utilité et à pourquoi on utilise cette INS et donc pourquoi, notamment envers les usagers, on a besoin d'avoir cette pièce d'identité. Il va falloir former les professionnels concernés. Alors, ça peut être des agents d'accueil, des services administratifs, en fonction de qui qui fera cet appel au téléservice INSI, qui fera ce contrôle, voilà, ces actions de vérification des pièces d'identité. Donc, former les professionnels à l'identité-vigilance et à l'utilisation de l'INS. Et évidemment, en cas de discordance, il peut y arriver parfois qu'il y ait des petits problèmes entre eux. Il y a une faute en fait sur la pièce d'identité, ça peut être le cas. Dans ce cas-là, voilà, il faut savoir quelles sont les conduites à tenir en cas de discordance. Il faudra également mettre à jour donc, les procédures qui sont liées à la sécurité et à la protection des données pour tenir compte de l'arrivée de l'INS. Voilà, c'est par exemple tous les documents qui servent à l'information de l'usager. Ça peut être le livret d'accueil, ça peut être voilà, des affiches d'information en fonction des cas. Et ensuite, donc, il va falloir donc, contrôler ou récupérer donc, déjà les traits d'identité des différentes personnes et donc valider à l'aide de la pièce d'identité. Et ensuite, donc, qualifier en faisant appel au téléservice INSI. Voilà, en gros, sur ce sujet, l'organisation un petit peu qu'il va falloir avoir pour mettre en œuvre cette INS. Alors, en complément, juste pour être vraiment tout à fait complète sur ce sujet, pour faire appel au téléservice INSI, il faut que les personnes, ce qu'on appelle s'authentifient, enfin, s'identifient et s'authentifient. Donc, il y a différents moyens qu'on appelle des moyens d'identification électronique pour se connecter au téléservice INSI. Donc là, j'ai fait un petit peu le récapitulatif ici. Donc, c'est soit la carte CPS, et tout le monde, bien sûr, n'a pas droit à la carte CPS, soit ce qu'on appelle la carte CPE nominative, donc pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, soit également un autre moyen qui est encore plus pratique, qui est ce qu'on appelle le certificat logiciel, qui peut être implémenté dans les logiciels métiers. Donc là, c'est un sujet un petit peu technique, hein, je ne vais pas trop développer sur le sujet, mais vos éditeurs sont au courant de ce qu'on appelle le certificat logiciel. Donc ça, il faut bien se mettre en relation avec les éditeurs sur ce sujet-là. Et donc le certificat logiciel, le côté pratique, c'est que ça évite justement de s'authentifier avec une carte. Voilà, ça permet d'authentifier comme une pièce d'identité, mais qui permet d'authentifier la structure et ça évite de faire appel, voilà, de devoir faire appel et donc d'outiller en fait les professionnels avec des cartes. Donc c'est un côté un petit peu plus pratique. Alors sur ce sujet de l'INS, vous serez évidemment destinataire du support. Donc je vous ai mis quelques liens qui me semblent importants pour aller encore un peu plus loin sur le sujet de l'INS. Donc c'est cette page qui est proposée par l'agence, l'ANS, qui est l'agence du numérique en santé, voilà, qui est un opérateur public aussi qui travaille sur tous les sujets de la e-santé au niveau national. Donc il y a une page qui est consacrée à l'INS pour le médico-social. Vous allez retrouver voilà, énormément d'informations, à la fois des supports, des flyers, des documents projets aussi. Toute une démarche en fait pour vous guider dans le déploiement de l'INS. Et également, je vous ai mis le lien, alors toujours voilà, des sources ANS, qui propose une plateforme de formation qui est tout à fait gratuite. C'est une plateforme de formation en ligne, des petits modules, en fait, des petites vidéos, et qui présente notamment, il y en a sur tout un tas de sujets, mais il y en a également sur l'INS. Voilà, ça peut permettre là aussi d'utiliser ces différentes ressources pour voilà, informer les usagers, informer, sensibiliser les professionnels aussi. Je peux faire une petite pause là avant d'enchaîner sur le côté DMP. Est-ce qu'il y a des questions sur cette identité nationale de santé? Est-ce que voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport si vous avez un dossier usager? Est-ce que vous avez la version Ségur qui vous permet de déployer cette INS, puisque voilà, sans entrer trop dans le détail voilà, du référencement Ségur, mais voilà, pour en fait voilà, cette utilisation de l'INS et cette interopérabilité avec le DMP, il faut avoir la version Ségur des dossiers usagers, donc qui a pu être financée soit par le programme SMS numérique, soit par le dispositif SONS, qui finançait donc les montées de versions. Est-ce qu'il y a des questions sur l'INS ou tout est clair?
questions particulières? Alors, je vais continuer donc toujours sur cette partie socle, voilà, sur le DMP. DMP, mon espace santé, pour expliquer donc, voilà, à quel moment on parle DMP, à quel moment on parle donc, mon espace santé. Donc le DMP, voilà, en fait, quand on parle DMP, on parle, voilà, c'est vraiment le côté professionnel, c'est-à-dire aussi bien voilà, les établissements de santé, les pharmacies, les centres d'imagerie, les laboratoires, qui peuvent alimenter et consulter donc, le DMP. Donc alimenter par exemple les comptes rendus d'imagerie avec le volet de synthèse médicale pour les médecins, des comptes rendus d'analyse de biologie pour les laboratoires, l'historique des soins pour l'assurance maladie. Et côté médico-social, donc il y a alors je n'ai pas tout listé les documents, mais voilà, certains documents qui sont plus spécifiques médico-social, le projet personnalisé d'accompagnement, le dossier des urgences, des grilles d'évaluation, voilà. Ça, c'est des documents qui peuvent venir alimenter le DMP ou être envoyés par messagerie sécurité de santé aussi. Et donc l'espace de santé, donc dans mon espace de santé, qui est bien en fait le carnet de santé numérique des usagers, on va retrouver en fait cette partie DMP dans voilà, il y a différents espaces, il y a différents modules, on va dire, à l'intérieur de mon espace santé. Il y a ce qui s'appelle déjà le dossier médical, et donc le DMP, c'est bien en fait la partie dossier médical de mon espace santé. Voilà. Et quand on consulte, les professionnels consultent le DMP, ils consultent en fait cette partie dossier médical qui est alimentée donc par tous les acteurs de santé et qui peut être alimentée par l'usager lui-même. Et puis, on va trouver également dans mon espace santé, il y a ce qu'on appelle le profil médical, qui est vraiment à la main des usagers, qui permet d'alimenter, par exemple, de documenter des situations particulières, d'allergies, d'état de santé particulier, on peut aller renseigner la personne de confiance, on peut aller renseigner ses directives anticipées. Voilà. Donc, on peut alimenter et rendre visible également ces informations profil médical, ça c'est au choix de l'usager, de rendre visible également ces informations par les professionnels de santé. On va trouver également une messagerie de santé qui est basée sur l'INS, hein, l'adresse en fait des usagers, c'est son INS, et également un catalogue de services et d'applications. Alors, le principe, je fais un petit zoom sur le principe de création qui a été mis en place et déployé. Pardon. Donc, les espaces santé, mon espace santé, ça existe depuis janvier 2022, hein, ça s'est déployé progressivement donc sur le premier semestre 2022, avec un principe de création automatique. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui sont attachées donc, à un régime d'assurance maladie ont reçu soit un mail, soit un courrier papier qui les informait donc, de l'arrivée de mon espace santé. Dans ce courrier, il y avait également un code qui permettait donc tout de suite d'activer, si on le souhaitait, son espace santé. Voilà, le code, en fait, quand on dit activer son espace santé, ça veut dire se connecter au moins une première fois et choisir donc les identifiants qui vont permettre d'aller ensuite consulter mon espace santé. On est sur un principe de création automatique parce qu'en fait, si l'usager n'a rien fait suite à la réception de ce courrier, voilà, les espaces santé ont été créés de façon automatique. Sachant qu'on a toujours, bien sûr, la possibilité de s'opposer, soit tout de suite, soit après. Donc, l'usager, bien sûr, a la possibilité de s'opposer à la création de son espace santé. Alors, on a précisé ici, hein, il y a en fait un faible taux d'opposition à la création de l'espace santé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 66 millions en fait, d'assurés qui ont un espace santé. Et donc, activer son espace santé, quand je disais activer, on parle parfois d'activation de l'espace santé, ça veut dire en fait qu'on s'est connecté au moins une fois, donc avec sa carte vitale, avec vérification de la carte vitale, qui a permis donc de sélectionner, d'aller choisir en fait son mot de passe, son identifiant et son mot de passe. Quand on parle espace santé, on est vraiment côté usager, alors que quand on parle DMP, on reste côté professionnel, qui vont pouvoir alimenter et consulter le DMP, qui fait bien partie de l'espace santé, mais qui correspond donc à la partie dossier médical. Est-ce que c'est clair déjà sur ces nuances, le côté DMP, le côté espace santé, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, je continue. Pas de questions particulières, c'est clair aussi. Alors, je continue. Donc, l'intérêt du DMP, hein, cet espace de partage, voilà, les grands intérêts, hein, c'est de pouvoir renforcer la collaboration entre tous les professionnels de santé,
évidemment, en partageant les données de soins essentiels. En cas d'hospitalisation, c'est d'avoir un accès immédiat aux informations médicales et d'avoir aussi une vision du parcours de santé d'un usager qui ne serait pas connu, d'un professionnel de santé. Pour certaines personnes qui sont dans un parcours de santé qui est plus dans la durée, donc c'est faciliter le suivi de ces patients, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes, d'éviter les interactions médicamenteuses en ayant accès aux traitements qui ont déjà été prescrits. Ça évite de prescrire des médicaments qui seraient en interaction et qui seraient contre-indiqués par rapport aux traitements qui seraient déjà prescrits. Et puis, là aussi, d'éviter de prescrire des examens ou des traitements qui auraient déjà été demandés par des confrères. Voilà, c'est pas nécessaire de prescrire ce qui a déjà été prescrit. Donc ça, c'est les grands intérêts de cet espace partagé, bien sûr, de partager les informations entre professionnels. Alors, un petit focus sur les documents qui peuvent être partagés spécifiquement par le médico-social. Donc, voilà, déjà cité le projet personnalisé d'accompagnement. Il y a par exemple des grilles d'évaluation aussi, ça peut être des comptes rendus ou des fiches de suivi, le plan de soins, donc le dossier lésion d'urgence, pas spécifique au médico-social, mais bien sûr aussi les ordonnances et les prescriptions. Et puis, il peut y avoir aussi, en ESAT par exemple, ou en foyer de vie, des attestations d'hébergement ou de sortie de l'usager. Sur la consultation, j'ai parlé beaucoup alimentation, mais sur la consultation du DMP, il y a un document qui est très important, qui est cette matrice d'habilitation des professionnels, qui permet d'indiquer très clairement, et je vais zoomer un tout petit peu, qui a le droit de consulter quoi dans le DMP. Alors cette matrice, elle est importante à 2 niveaux. Elle permet de savoir donc quels sont les professionnels, donc déjà quels sont les professionnels qui ont accès en lecture au DMP, et vous allez retrouver tous les professionnels ici en colonne. Et dans la liste ici, alors là c'est juste une copie d'écran, mais je vais vous la montrer en vrai aussi, cette matrice, c'est le seul document qui recense aussi tous les documents justement qui peuvent être présents dans le DMP. Alors je vais juste vous la montrer en vrai pour aller au-delà de la copie d'écran. Matrice d'habilitation. Puisqu'en fait, elle a évolué, c'est ce qu'on appelle la nouvelle matrice d'habilitation, elle a évolué en fin d'année 2023 pour intégrer des documents supplémentaires et surtout aussi côté médico-social des professionnels qui n'avaient jusqu'à maintenant pas accès en lecture au DMP. Je vais changer mon partage d'écran. Voilà, donc cette matrice a intégré des 5, ce qu'on appelle des professionnels à rôle, plus des assistants de service social qui n'étaient pas dans la matrice jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la nouvelle matrice, la version dite 3.0. Vous voyez ici, cette matrice ici. Donc la version de novembre 2023. Et donc les professionnels, ce qu'on appelle les professionnels à rôle qui ont été intégrés, donc c'est plutôt des professionnels qui peuvent exercer donc dans le médico-social, dont l'enregistrement se fait par l'employeur. Donc c'est bien l'employeur qui est autorité d'enregistrement pour ces professionnels, donc à qui on accorde un rôle. Et donc en fonction de la profession et du rôle, mais vraiment en fonction du rôle qui leur est attribué, ils ont la possibilité. Donc alors les professions qui sont derrière ça peut être des aides-soignants, ça peut être éventuellement une secrétaire, ça peut être des chefs de service, des directeurs de structure, des éducateurs aussi, qui ont donc, grâce à ce rôle qui leur est attribué, plus ou moins de droits en lecture donc, dans les documents qui sont dans le DMP. Donc en fonction des petites croix qui sont cochées ici, ça permet d'indiquer qui a le droit de voir quoi dans le DMP. Donc on a en fonction, il y a 2 rôles qui ont un peu plus de droits que les autres. Mais voilà, on va retrouver ici donc des professionnels qui jouent un rôle, comme c'est indiqué ici, de coordination et d'orientation au sens large, ou des fonctions d'accompagnement à la vie sociale et professionnelle et éducative, des fonctions d'accompagnement aux soins. Donc ça, c'est ce qui a permis en fait de régler certains problèmes, notamment dans des structures du champ handicap, où il n'y a pas forcément de professionnels de santé, mais certains professionnels éducateurs notamment peuvent quand même jouer un rôle de coordination et pouvaient potentiellement avoir besoin d'avoir accès en lecture au DMP. Bien sur mon support. Voilà, donc c'était pour vous expliquer cette matrice DMP
qui permet vraiment d'indiquer de façon précise qui a le droit de voir quoi. Et là aussi, je vous ai mis donc des documents complémentaires. Je vous ai mis des documents complémentaires et dont un document important qui est donc ce référentiel de sécurité et d'interopérabilité relative à l'accès des professionnels de dossier médical partagé. Donc c'est un référentiel opposable qui est sorti récemment aussi, en début d'année, et qui permet vraiment d'avoir toutes les informations nécessaires en matière de quelles sont les règles d'information de l'usager, quels sont les professionnels qui ont accès au DMP, quelles sont les règles en matière de consultation et d'information sur le DMP. Donc ça, c'est vraiment un document qui est très, très important. Et également, toujours, je vous ai remis le lien vers la plateforme de formation ANS, qui là aussi présente des petites vidéos à la fois sur le DMP, et je ne l'ai pas mis, mais sur mon espace santé aussi. Voilà, je vous invite vraiment à vous créer un compte sur ces plateformes de formation. Et également un lien vers des réunions qui sont organisées régulièrement par l'ANS, qui s'appellent les Dites-nous tout mon espace santé, qui sont pour tous les professionnels et qui permettent d'aller régulièrement pouvoir en fait échanger avec l'ANS sur mon espace santé. Il y a des questions, des remarques sur ce sujet, donc DMP mon espace santé. Non, pas de questions. Alors, dernier sujet donc sur ces services socles, la messagerie sécurisée de santé, donc qui est un espace de confiance qui rassemble en fait plusieurs types de messagerie, donc plusieurs acteurs. La particularité de ces acteurs, c'est qu'ils sont tous agréés pour en fait échanger à l'intérieur de cet espace de confiance. Et donc, ça permet d'échanger entre des personnes qui ont une adresse MS Santé. Pour échanger, il faut vraiment avoir que les interlocuteurs puissent avoir cette adresse MS Santé. Et donc, le but, c'est de pouvoir échanger des informations de santé ou des informations à caractère sensible, donc dans un espace sécurisé. Alors, quand on parle MS Santé, on parle de boîte aux lettres aussi. Il y a différents types de boîtes aux lettres. Il y a des boîtes aux lettres nominatives, donc qui reposent classiquement, on dit nominative, donc qui reposent sur le prénom et le nom, donc qui sont accessibles. Pour avoir une boîte aux lettres nominative personnelle, il faut avoir un numéro RPPS ou un numéro ADELI. Donc forcément, de fait, elles sont associées à des professionnels de santé et du social et du médico-social, donc qui ont droit à ce numéro RPPS ou ce numéro ADELI. En sachant que pour information, les professionnels ADELI ont commencé à basculer, sont en cours de bascule vers le répertoire RPPS, et qu'à terme, il n'y aura plus qu'un seul répertoire, qui est le répertoire RPPS. Donc ça, c'est pour le premier type de boîte aux lettres. Il y a également un deuxième type de boîte aux lettres qui sont les boîtes aux lettres organisationnelles, qui là vont être accessibles à plusieurs professionnels, qui sont des boîtes aux lettres partagées, qui sont particulièrement utilisées dans le médico-social parce que ça permet d'avoir, en tout cas de contrecarrer un petit peu le turnover, et donc ça permet d'avoir une boîte aux lettres pour un service ou pour une structure. Et ces boîtes aux lettres donc, doivent être sous la responsabilité d'un professionnel habilité et du responsable de la structure. Sachant qu'un professionnel habilité peut être responsable de plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles. Et enfin, pour être tout à fait complète, il y a ce qu'on appelle des boîtes aux lettres applicatives aussi, mais qui là sont plutôt utilisées pour des envois automatiques. Donc, il est possible d'implémenter en fait cette fonctionnalité de messagerie sécurisée directement à partir du dossier usager. Donc ça, c'est tout à fait possible, en mettant en place ce qu'on appelle un connecteur entre eux, donc votre logiciel métier, votre DUI, et donc un opérateur MS Santé, de façon, sans sortir du dossier usager, à pouvoir envoyer des documents donc via cette messagerie sécurisée de santé et recevoir également des documents directement donc à partir du dossier usager. Alors, je ne vais pas plus loin sur cette partie MS Santé. Je vous ai mis là aussi quelques ressources complémentaires. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que sur cette mise en œuvre de la messagerie sécurisée de santé, il va falloir bien sûr sensibiliser les professionnels, sensibiliser les partenaires aussi. Quand on veut échanger avec son écosystème, déjà en fait, s'interroger sur qui dispose d'une adresse MS Santé, puisque je le répète, on ne peut échanger via MS Santé qu'avec des personnes ou des structures qui ont elles-mêmes une adresse MS Santé. Donc il faut faire
comment dire, un petit sondage autour de soi pour savoir qui est bien équipé d'adresse SMS santé. Et après, il faut aussi toujours informer et sensibiliser les usagers et leur entourage de ces usages numériques autour de la messagerie sécurisée de santé. Alors, ça peut être via des réunions, via des courriers, via des petits flyers d'information aussi. Est-ce qu'il y a des questions plus particulières d'usage ou un peu plus techniques sur ces sujets INS, DMP, MS Santé? Alors oui, nous avons une question dans le chat de Madame Gomi. Quelle est la différence entre le RPPS et le RPPS+? Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas, c'est que quand on parle RPPS+, en fait, c'est un portail, en fait. Le portail, c'est un portail qui s'appelle RPPS+, qui permet d'enregistrer dans le RPPS. En fait, donc, le portail RPPS+, il est dédié aux employeurs qui vont pouvoir, du coup, enregistrer des salariés qui ont besoin d'avoir un numéro RPPS. Voilà, donc le voilà, c'est pour ça qu'en fait on parle RPPS+, mais RPPS+, c'est le nom du portail, mais qui permet d'enregistrer dans cet annuaire, dans le répertoire, donc RPPS. Est-ce que c'est clair quand je dis ça? Parce que je sais que parfois on a l'impression qu'il y a d'un côté le RPPS et de l'autre côté le RPPS+, alors qu'en fait, voilà, quand on parle RPPS+, c'est vraiment le nom du portail, et donc il permet d'enregistrer, donc pour les employeurs, voilà, il permet aux employeurs d'enregistrer les salariés qui en ont besoin, qui ont besoin d'avoir donc un numéro RPPS, pour ceux qui sont autorisés à le faire aussi, bien sûr. Donc je disais éducateurs, chefs de service, aides-soignants, voilà, les professionnels qui ont besoin d'avoir ce numéro RPPS parce qu'ils ont un rôle particulier. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, soit dans le chat, soit en prenant la parole. Du coup, parmi les personnes présentes ici, vous utilisez tous un dossier usager informatisé, que ce soit, on peut en citer quelques-uns, NetSoin, Titan, Ogiris. Est-ce que vous utilisez ce dossier usager? Est-ce que vous avez la version qui vous permet d'utiliser ce dossier usager en lien avec les services socles? Pas peur de parler. Là, nous avons un commentaire de Madame Maupin, donc qui n'a pas encore la version Ségur, mais c'est en projet. Alors, via une acquisition, parce que du coup, attention au mode de financement aujourd'hui, c'est parce que vous souhaitez du coup acheter cette version en étant financé éventuellement. Alors, je vois que vous êtes en cours d'acquisition. Ok, d'accord, donc c'est en cours d'acquisition. Alors, je vous rappelle qu'il y a le programme SMS numérique. Hein, j'en profite pour faire de la publicité pour le programme SMS numérique, donc qui a démarré en 2021 et donc chaque année il y a un appel à projet. Donc là, l'appel à projet est sorti pour 2024. Donc n'hésitez pas à regarder. On peut peut-être mettre dans le chat le lien vers l'appel à projet de l'ARS Hauts-de-France pour avoir toutes les informations nécessaires. Je ne sais pas si tu as sous la main, Gwenaëlle, ou si tu veux que je le mette. Oui, je vais le retrouver assez rapidement. Il y a Imago Senior, tout à fait, d'accord. Donc vous avez encore les connecteurs qui sont très bien. Donc on va vous mettre, pour ceux qui en auraient besoin, hein, le lien vers l'appel à projet ESMS numérique 2024. Donc n'hésitez pas, il y a des webinaires de présentation qui sont prévus pour vous donner vraiment toutes les informations sur cet appel à projet. Si vous souhaitez soit la possibilité de constituer une grappe, soit rejoindre éventuellement via le collectif, hein, notamment, être mis en relation pour constituer ce qu'on appelle une grappe, hein, puisque c'est une des caractéristiques du programme SMS numérique, c'est qu'il faut être au minimum 15 établissements pour pouvoir déposer un projet. Et bien sûr, le collectif, donc nous pouvons vous accompagner en tout cas dans cette démarche. Et ensuite, vous êtes accompagné, lorsque vous êtes retenu, vous êtes accompagné par le GRADE. Je fais ma publicité aussi. Vous êtes accompagné par le GRADE après. On accompagne, je n'ai pas précisé, mais on accompagne toutes les grappes pour vous aider justement à mettre en place donc notamment les services socles en lien avec le dossier usager.
Il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Enfin, est-ce que ça répond aux questions que vous aviez en participant à ce webinaire? Alors, vous aurez le support avec les liens, hein. Il y a des liens Bien sûr. complémentaires dans le support, hein. Oui, on va vous l'envoyer tout à fait. Et le replay, oui, exactement. L'enregistrement vous sera également envoyé. Donc c'est vrai que pour aller un petit peu plus loin, on vous a mis également, quelques ressources. Donc le collectif a constitué des dossiers de vulgarisation, justement sur des thématiques du numérique en santé. Donc, on vous a mis, voilà, les liens vers notre dossier sur le DMP, vers la MSS, l'INS, ainsi qu'un dossier sur le RPPS et RPPS+. Donc, voilà, ça vous permettra de vous familiariser et de comprendre ces sujets. Et j'en ai profité également pour vous mettre mon adresse mail dans la conversation. Voilà, si vous avez des questions complémentaires ou voilà, si vous avez besoin d'être accompagné, vous n'hésitez pas. Voilà, on est là pour ça, que ce soit le collectif ou nous, GRADE. Voilà, exactement. On travaille voilà, en bonne intelligence. Voilà, et au sein du support, vous aurez également donc, mon adresse mail ainsi que celui de ma collègue, madame, Laurie Wagnon, qui est, chargée de mission transformation numérique. Voilà, on serait ravis en tout cas de pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. Avez-vous d'autres questions, interrogations? Non? Eh bien, en tout cas, on vous remercie pour votre participation, à ce webinaire, aujourd'hui. Donc notre prochain webinaire de ce cycle aura lieu, vendredi prochain sur les mêmes horaires, et donc ce sera, la préparation, au déploiement d'un DUI. Donc voilà, on vous attend, vendredi. Merci pour, voilà, merci pour votre participation.